Le jour de mon anniversaire, Renato m'a enfermée dans la chambre, m'a dit d'attendre la surprise et est parti dîner avec une autre femme. Je m'appelle Hélène, j'ai 42 ans, analyste financière à Paris et jusqu'à ce soir, de bruine fine dans le 15e arrondissement, je jurais qu'un mariage finissait lentement, en silence, pas avec une clé qui tourne, de l'autre côté de la porte. D'abord j'ai ri nerveusement, pensant que c'était une blague stupide. Puis j'ai frappé fort, sentant ma pomme brûler contre le bois, et j'ai entendu l'ascenseur s'arrêter à l'étage. Ensuite, le claque sec de la porte palière, son parfum qui restait dans le couloir, et le silence. C'est à ce moment précis que j'ai compris que quelque chose avait changé pour toujours. Ce n'était pas juste une surprise ratée, pas juste la grossièreté d'un mari distrait. C'était du calcul, c'était un choix. Je suis restée debout au milieu de la chambre, à regarder le miroir, avec la tenue que j'avais moi-même achetée pour mon dîner d'anniversaire, et j'ai senti un froid propre, sans larmes, descendre dans le corps. Là, j'ai cessé d'être épouse et je suis devenue spectatrice d'une histoire qu'on écrivait sans moi. Avant cette nuit-là, Renato me poussait hors de notre mariage à petits gestes, si petits qu'ils ressemblaient à la fatigue normale d'un couple. Je me levais à 6 heures, préparais le café, révisais des tableaux sur mon téléphone avant même de me brosser les dents, et lui arrivait déjà avec une ironie douce de quelqu'un qui plaisante sans plaisanter. Il disait que j'aimais les chiffres plus que les gens. Je répondais par le silence parce que j'avais une réunion, un objectif, un bilan, une facture à régler. On partageait le même petit appartement dans le 15e, mais on ne partageait plus la présence. Je payais la plus grande part des dépenses, par choix pratique, parce que mon salaire était stable et le sien oscillait, et ça avait commencé à devenir un sujet invisible dans tout. Si l'argent manquait, il devenait sec avec moi. S'il y en avait, il disparaissait avec sa bonne humeur dans un endroit où je n'étais pas. Les signes avaient commencé à apparaître dans la routine la plus banale. Une boucle d'oreille en perles sur le siège passager de sa voiture, et il avait juré que c'était celle de sa sœur de mois auparavant. Un relevé avec une dépense élevée dans un restaurant de la rue Saint-Dominique, un jour où il avait dit qu'il avait mangé un sandwich près du bureau. Je travaille avec des réconciliations de chiffres. Quand un montant ne colle pas, mon corps entier le perçoit avant que ma tête l'accepte. La phrase qu'il a lâchée au petit déjeuner du dimanche m'a ouvert les yeux une bonne fois pour toutes. Tu n'as jamais été du genre à faire la fête de toute façon. Il a dit devant notre voisine, qui était dans le couloir à demander du sucre et qui écoutait tout avec cette attention de quelqu'un qui archive les détails. Sur le moment, j'ai forcé un sourire. À l'intérieur, j'ai noté, pas sur papier, dans la peau. Le pire n'était pas le mensonge isolé. C'était la méthode. Il me traitait comme si j'étais prévisible, comme si j'étais la femme organisée qui allalerait avaler n'importe quelle version bien racontée parce qu'elle avait honte du désordre. J'ai commencé à observer les horaires, les reçus, le ton de voix, sa façon de retourner l'écran du téléphone quand j'entrais dans le salon. Chaque détail seul était défendable. Ensemble, ils formaient un dessin. Et le dessin était clair. Je finançais une vie qui n'incluait plus ma dignité. Le jour de mon anniversaire, quand il a tourné la clé de l'extérieur et m'a dit d'attendre la surprise, ce n'était pas sorti de nulle part. C'était simplement le premier acte qu'il avait eu le courage de faire sans masque. 3 jours après m'être retrouvée enfermée dans la chambre, j'ai arrêté de demander de la cohérence à quelqu'un qui avait déjà choisi le théâtre. Je suis descendue à la loge avec une excuse quelconque et j'ai demandé de l'aide à Georges, le gardien de l'immeuble, qui avait toujours été discret, poli et attentif sans jamais envahir personne. J'ai peu parlé, il a encore moins demandé, mais il a tout compris dans l'intervalle entre une phrase et l'autre. Je lui ai montré le relevé sur mon téléphone avec le nom du restaurant de la rue Saint-Dominique et la date de mon anniversaire. Il m'a dit que ce soir-là, il avait vu Renato sortir trop apprêté, parfum fort, pressé comme quelqu'un qui était en retard pour quelqu'un d'important. Il ne m'a pas offert de consolation, il m'a offert de la précision. Et à ce moment-là, c'était tout ce dont j'avais besoin. Je suis allée au restaurant en fin d'après-midi,
la gorge sèche et la posture droite de quelqu'un qui va régler un problème de travail. Le maître d'hôtel m'a accueilli avec ce professionnalisme froid de quelqu'un qui a déjà vu beaucoup d'histoires s'effondrer sur une belle table. J'ai demandé confirmation de la réservation de cette date. Il a hésité quelques secondes, puis m'a regardé d'une façon humaine et a dit qu'il se souvenait du couple parce que c'était un événement de la maison. Quand il a retourné l'écran pour me montrer la photo, le restaurant a disparu de mon champ de vision. Le visage à côté de Renato était celui de Camille, ma petite sœur. La même Camille à qui j'avais viré des mensualités de loyer quand notre père était parti et avait laissé la dette émotionnelle à nous deux. J'ai senti le silence me frapper dans la poitrine comme un objet. Mes mains tremblaient en tenant le reçu imprimé, mais ma voix est sortie ferme quand j'ai demandé un double avec date, heure et montant. Je suis sortie de là avec le papier dans le sac et un type de lucidité qui fait plus mal que les cris. Sur le trottoir, la ville continuait pareil. Bus qui passaient, gens qui regardaient les vitrines, bruine fine sur les vitres des voitures. Et moi au milieu de tout ça, en train de comprendre que ce n'était pas seulement une trahison de couple. C'était une alliance entre le ressentiment et la jalousie, cousue dans mon dos. La confrontation avait cessé d'être une option là. Elle était devenue inévitable, parce que quand la preuve s'emboîte, elle ne demande pas la permission. Elle occupe toute la place de la vérité et t'oblige à choisir si tu vas continuer à faire de la figuration ou si tu vas reprendre le contrôle de ta propre histoire, même en saignant de l'intérieur. Je suis rentrée du restaurant avec le double du reçu plié dans le sac et, quand j'ai fermé la porte de l'appartement, le bruit du verrou m'a donné la nausée. Renato n'était pas encore rentré. La lumière de la cuisine était allumée depuis le matin, froide, blanche, impersonnelle, et je suis restée quelques minutes debout, sans ôter mes chaussures, à regarder le plan de travail où je laissais toujours les factures du mois. La preuve était là avec moi, concrète, avec date, heure et montant. Et pourtant, une partie de moi voulait encore entendre une explication impossible, n'importe quelle version qui m'aurait rendu une sœur et un mari moins lâches que tous les deux l'avaient été. C'est là que les souvenirs sont venus sans demander la permission. Camille, à 19 ans, pleurant à la table du salon parce que son loyer allait être en retard. Moi ouvrant un tableau, coupant mes propres dépenses pour payer pour elle. Notre père partant et nous laissant le reste de la dette. J'ai tout repassé dans l'ordre, comme si quelqu'un avait appuyé sur play d'une vieille cassette que je n'avais jamais réussi à jeter. Je me suis assise à la table, j'ai ouvert l'ordinateur et j'ai commencé à faire ce que je sais faire quand le monde sort de ses gonds, organiser les faits, relevé de la rue Saint-Dominique, justificatif de réservation, photo de la date, messages ambigus de Renato, horaire d'entrée et de sortie que Georges m'avait confirmé. Je ne cherchais pas la vengeance, je construisais la vérité. Et pendant que je glissais les fichiers dans le dossier, j'entendais sa voix dans ma tête, douce et supérieure, disant que j'exagérais, que je faisais des contes de sentiments, que je confondais la fatigue avec la trahison. Pendant quelques minutes, j'ai presque cédé à l'ancien scénario, celui de la femme qui avale les affronts pour éviter le scandale dans l'immeuble, pour ne pas devenir un sujet dans l'ascenseur, pour ne pas entendre la voisine dire que le mariage c'est comme ça. Ma main sont restées immobiles sur le pavé tactile. J'ai respiré profondément. J'ai fermé les yeux. Je les ai rouverts. Quand Renato est entré, il était déjà plus de 10 heures. J'ai entendu sa clé tourner, ses chaussures claquer sur le parquet et ce sifflement bas de quelqu'un qui croit qu'il contrôle l'espace. Il a demandé si j'avais dîné. J'ai dit que oui, juste ça. Il est allé prendre sa douche en fredonnant et moi je suis restée au salon avec le téléphone dans la main, à regarder le numéro que j'avais séparé depuis la fin de l'après-midi. J'ai hésité encore une fois. Si j'appelais, il n'y avait plus de retour. Si je n'appelais pas, je continuerais à demander de l'honnêteté à quelqu'un qui avait déjà choisi de mentir. Ma gorge s'est desséchée. La douche s'est arrêtée. J'ai composé le numéro. J'ai pris le premier rendez-vous pour initier le divorce et décider que la procédure suivrait au tribunal compétent. Sans cri, sans scène, sans préavis. J'ai aussi viré mon salaire sur un compte à mon seul nom et clôturé la carte supplémentaire qu'il utilisait. J'ai signé, j'ai bloqué,
j'ai envoyé. Quand j'ai terminé, je me suis assise sur le canapé et je suis restée immobile, les 2 pieds à plat sur le sol, sentant le tissu rugueux du coussin au bout des doigts. L'appartement semblait plus grand et plus vide. Le moteur du réfrigérateur s'est allumé et éteint 2 fois. Une voiture a klaxonné au loin. Dans le couloir, l'ascenseur s'est arrêté à notre étage et personne n'est sorti. Le silence après la décision n'était pas de la paix, c'était de la précision. J'ai compris, dans ce quasi-silence, que je venais de cesser d'être l'accusé de l'histoire qu'on racontait à mon sujet. 2 semaines après l'appel pour initier le divorce, personne ne savait rien et à ma surprise, mon corps a su avant ma tête que j'avais choisi le bon chemin. J'ai recommencé à dormir 4 heures d'affilée, ce qui n'arrivait plus depuis des mois. La douleur à la mâchoire d'avoir trop serré les dents avait diminué. Je pouvais prendre mon café sans avoir la nausée. C'était un soulagement physique, concret, presque brutal. Pas du bonheur. La fin du vertige. À la maison, j'ai maintenu la routine comme si rien n'avait changé. Je faisais le lit. Je lavais ma tasse. Je vérifiais les factures de l'appartement sur la table de la cuisine. Renato passait devant moi avec ce ton confiant de quelqu'un qui croit encore qu'il dirige la scène. Il parlait d'argent comme si j'allais couvrir le prochain trou par réflexe. Je répondais ce qui était nécessaire, sans confrontation, sans tremblement dans la voix. Il interprétait mon silence comme de la faiblesse. Je l'ai laissé faire. Dans l'ascenseur, la voisine m'a coincé avec une courte conversation et un regard de loupe, essayant d'entamer une discussion sur mon anniversaire tardif. J'ai souri des lèvres, pas des yeux, et j'ai dit que ça avait été tranquille. À la loge, Georges me saluait avec son bonsoir habituel, discret, sans envahir rien. Sa présence manquerait, parce qu'elle me rappelait la nuit où j'avais cessé de douter des faits. Il ne m'avait pas donné de réconfort, il m'avait donné de la précision. Et la précision, à ce moment-là, valait plus qu'une accolade. Camille continuait aussi à agir comme si rien n'était hors de place. Elle envoyait de courts messages, demandait des nouvelles du travail, utilisait le même ton de sœur intime que je connaissais depuis l'enfance. Je répondais avec des phrases propres, sans ouvrir d'espace, sans accuser avant l'heure. À chaque réponse neutre, je sentais un bout de l'ancienne Hélène vouloir crier, mais j'avais déjà choisi la méthode. J'étais fatiguée d'être poussée dans le rôle de la femme prévisible. Je m'étais mise à répéter la normalité en surface et la stratégie en dessous, jour après jour, jusqu'à ce que ma propre respiration apprenne à ne pas trahir ce que je savais déjà. Les jours suivants sont devenus une ingénierie du silence. Je partais tôt en disant que j'avais des clôtures de dossiers au bureau, alors qu'en réalité, j'utilisais une partie de la matinée pour organiser les documents, les délais et les passages au tribunal sans laisser de traces à la maison. J'effaçais les notifications, changeais de sujet au dîner, rangeais les justificatifs hors de portée. Renato, sans se douter de rien, continuait à avancer avec la certitude de l'impunité. Il faisait des projets à court terme avec mon argent, se plaignait de la vie, se posait en victime du monde. J'écoutais et comptais mentalement ce qui manquait pour chaque étape. La partie la plus difficile de la façade n'était pas de lui mentir à lui. C'était de m'asseoir en face de Camille un dimanche et d'entendre sa voix traverser la cuisine, comme si la confiance existait encore entre nous. Elle a parlé de factures, de fatigue, d'injustice, et j'ai vu une seconde la sœur de 19 ans qui pleurait à la table du salon quand notre père était parti et que j'avais réorganisé mon budget pour payer son loyer. Ce souvenir a failli me démolir. J'ai tenu le verre fermement pour que ma main ne tremble pas. Je suis restée silencieuse 2 secondes de trop par rapport à ce qui aurait été naturel. Puis j'ai répondu avec un calme calculé. Quand je croyais que je n'allais pas tenir, une phrase revenait entière, avec le même mépris du café du dimanche. Tu n'as jamais été du genre à faire la fête de toute façon. J'utilisais cette phrase comme lame et boussole, comme lame pour couper la culpabilité qui tentait de revenir, comme boussole pour ne pas oublier que l'humiliation avait commencé bien avant la preuve finale. Ce n'était pas une question de jalousie, c'était une méthode d'effacement.
Ils avaient essayé de me réduire à la femme qui accepte n'importe quelle version pour éviter le scandale. Je m'y suis refusée. La nuit, dans le noir de la chambre, je repassais mentalement chaque étape du plan et le coût de chaque étape. Ça faisait plus mal que je n'avais calculé. Ça faisait mal de perdre l'illusion de la famille. Ça faisait mal de continuer à fonctionner au travail pendant que tout s'effondrait à l'intérieur. Mais ça faisait moins mal que de retourner demander la vérité à quelqu'un qui avait déjà choisi de mentir. J'ai maintenu le masque de glace parce que c'était le seul moyen d'arriver entière jusqu'au bon moment. Et je savais que quand ce moment viendrait, personne ne pourrait dire que j'avais agi sur un coup de tête. La semaine où est sortie la première notification de procédure au tribunal, j'ai dû représenter la version la plus calme de moi-même dans l'endroit le plus dangereux possible. Chez moi, avec Renato et Camille à la même table. Le dimanche avait déjà mal commencé parce que je m'étais réveillée avec un message de mon avocate confirmant un délai et, 5 minutes après, avec Renato qui frappait à la porte de la chambre pour parler des factures de l'appartement. Il est entré avec un tableau improvisé sur son téléphone, voix de propriétaire, en disant combien je devais couvrir ce mois-là, comme si mon revenu était encore l'extension automatique de ses caprices. J'ai écouté, pris la calculatrice, additionné charges, électricité, internet, courses et viré seulement ma part, centime par centime. Il a ri du nez et lâché que j'étais devenue mesquine. J'ai souri. Camille est arrivée vers midi. Parfum trop doux pour une petite cuisine, parlant fort, intime, occupant l'espace comme quelqu'un qui n'a jamais franchi aucune ligne. Elle a apporté un dessert, m'a donné une accolade de côté et a demandé des nouvelles du travail avec ce ton léger qui me donnait la nausée. J'ai servi de l'eau, j'ai remué la sauce, je me suis assise. La sonnette a retenti au milieu du repas. C'était la voisine, celle du sucre, qui rapportait un plat et me regardait avec ce regard de greffe. Elle a commenté que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fêté quelque chose et a répété la phrase de Renato, presque identique, devant les deux. J'ai senti la fourchette peser dans ma main. Renato s'est montré à l'aise, théâtral, et a dit que j'étais vraiment trop sérieuse. Camille a baissé les yeux, mais pas de honte, de calcul. À cet instant, mon téléphone a vibré dans ma poche avec le nom de mon avocate qui montait sur l'écran. Si l'un des deux l'avait vu, tout aurait explosé avant l'heure. Je n'ai pas respiré pendant 2 secondes. Je me suis levée avec l'excuse d'aller chercher des glaçons, suis entrée dans l'arrière-cuisine et bloqué l'écran, effacé l'aperçu de la notification et suis revenue avec un visage neutre. Le déjeuner du dimanche s'est terminé tôt parce que j'ai dit que j'avais une clôture de dossier le lundi. C'était un mensonge stratégique. Ils ont cru que je fuyais le conflit. Je protégeais un délai, un document et un timing. Dans l'ascenseur, quand la porte s'est fermée et que le miroir m'a renvoyé mon propre visage, j'ai vu que maintenir le masque n'était plus seulement de la discipline. C'était de la survie. La quasi-catastrophe est venue 3 jours plus tard, en fin d'après-midi, et c'est là que j'ai compris que mon plan ne pesait pas seulement sur eux. Il m'écrasait aussi. Je suis rentrée du bureau avec la tête qui pulsait. J'ai laissé le sac sur la chaise et je suis allée directement sous la douche pour enlever l'odeur de climatisation et de café réchauffé du bureau. Quand je suis sortie, cheveux mouillés, Renato était assis sur le canapé avec mon téléphone dans la main, à regarder l'écran allumé avec un calme cynique qui m'a glacé les jambes. Il a dit que l'appareil n'avait pas arrêté de vibrer et qu'il allait m'aider à voir si c'était urgent. J'ai tendu la main et l'ai demandé simplement. Il ne l'a pas rendu tout de suite. Il a demandé depuis quand je cachais des choses. Il a demandé si j'étais différente à cause d'un autre homme. J'ai failli rire de son culot, mais j'ai ravalé. Camille a appelé en vidéo à cet exact moment et son nom qui sautait sur l'écran a transformé le salon en endroit sans air. Renato a répondu avant moi, a retourné la caméra vers nous deux et a plaisanté en disant que j'avais l'air mystérieuse ces derniers temps. Je suis entrée dans le cadre avec le cœur qui battait dans le cou et j'ai répondu que c'était juste la fatigue du travail. Camille m'a regardé 2 longues secondes, comme si elle testait une fissure. J'ai soutenu le regard, ferme, net.
Elle a dit qu'elle voulait reporter le déjeuner du dimanche et j'ai répondu que je vérifierais mon agenda. Quand l'appel a coupé, Renato a finalement rendu le téléphone et est allé à la cuisine. Irrité, a claqué les portes des placards. Je suis restée seule au salon et j'ai ouvert les messages en tremblant intérieurement. La notification qu'il avait failli lire était de mon avocate, avec l'heure de l'audience et la liste des derniers documents. Ça n'avait pas mal tourné, mais dans 7 minutes, j'ai ressenti le coup entier. Ce n'était pas la peur de perdre le contrôle juridique, c'était un deuil brut. Je construisais des limites tout en enterrant 2 relations vivantes, l'une de mariage et l'autre de sang. Je me suis assise par terre, adossée au canapé, et j'ai pleuré sans bruit pour que personne n'entende. J'ai pleuré pour ce qu'il avait fait et pour ce que je devais encore faire. Puis j'ai lavé mon visage, j'ai répondu à mon avocate, confirmé ma présence au tribunal et effacé l'historique de l'écran. J'ai continué. Seulement, ce soir-là, continuer avait fait plus mal que je n'avais calculé. Le premier signal est arrivé un mardi à 10h17, au milieu d'une réunion de clôture. Mon téléphone a vibré avec le message de mon avocate. Citation envoyée, tentative de remise sous 48 heures, tribunal compétent. J'attendais cette ligne depuis des semaines, mais quand je l'ai lue, mon estomac a plongé comme un ascenseur sans frein. Ma main est restée froide sur la souris. J'ai demandé 2 minutes, j'ai coupé la caméra et je suis allée aux toilettes du bureau respirer, appuyée contre le lavabo. Ce n'était pas du doute, c'était un choc physique. J'avais choisi ce chemin. Même ainsi, ça faisait mal de le voir avancer seul. Je suis retournée à la réunion. J'ai parlé de projection, de marge, de risque, comme si ma vie n'était pas sur le point d'exploser à mon étage. Le soir, je séchais une assiette quand l'interphone a sonné. C'était Georges, voix basse, précise. Hélène, il y a eu un huissier tout à l'heure. Il n'a trouvé personne. Il revient demain à la même heure. J'ai remercié et raccroché. Renato était au salon et avait entendu huissier avant que je repose le combiné. Il s'est levé aussitôt, le visage changeant de couleur. Il a demandé « Quel huissier ? Pour qui ?» J'ai continué avec l'assiette dans la main et j'ai dit « Courrier judiciaire, demain tu découvres. » Il a fait 2 pas dans ma direction. « Tu as fait quoi, Hélène ?» Je l'ai regardé et j'ai répondu sans élever la voix. J'ai arrêté de reporter l'inévitable. C'était comme allumer la lumière sur des cafards. Il a pris son téléphone et a appelé Camille devant moi, en marchant de part et d'autre du salon, en parlant assez bas pour sembler calme. J'ai entendu des bribes. Ça a mal tourné. Demain. Non, elle n'a pas tout dit. Puis il a raccroché et a essayé de reprendre le personnage du mari offensé, en disant que j'exagérais, que je détruisais la famille, que je transformais un problème de couple en procédure. Je n'ai pas discuté de thèse. J'ai juste regardé l'heure. À 21h12, il m'a traité d'ingrate. À 21h19, il a dit que j'allais le regretter. À 21h26, il a demandé s'il y avait un moyen de régler ça sans humilier personne. J'ai senti une ancienne fatigue me quitter par les épaules, comme une fièvre qui tombe. Cette nuit-là, j'ai dormi habillée, avec les documents dans le dossier et le sac prêt à côté de la porte. Je savais que, le lendemain, leur théâtre allait perdre son rideau. Le lendemain, le chaos est arrivé à 18h, 3, avec une longue sonnette et 3 témoins involontaires dans le couloir. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Georges à côté de l'huissier. Derrière, appuyé contre le chambranle, la voisine avec son plat dans les mains et son regard de greffe. Renato a surgi du salon en demandant qui c'était. L'huissier a demandé son nom complet. Renato a répondu sec. L'homme a lu à voix haute. Citation d'action en divorce. Contentieux. Audience désignée au tribunal compétent. Connaissance obligatoire. Renato a essayé de refuser le papier. Je ne signe rien. L'huissier n'a pas changé de ton. Le refus sera certifié. La citation est réalisée. Le silence est tombé lourd. J'ai entendu la respiration de Camille avant de la voir apparaître à l'ascenseur, sans prévenir, comme quelqu'un qui est venu éteindre un incendie avec de l'essence.